Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vous êtes bien dans Hashtag News sur Vibe Radio 102.3. Également, on peut nous suivre à travers le site internet viberadio.sn. Alors, Mamoudou, on démarre par toi. Voilà, comme annoncé, les autorités étatiques avaient fixé au 31 juillet 2018 la date butoir pour l'instauration de nouveaux tarifs du péage. Ce jour est arrivé sans que les deux parties aient trouvé un accord. Une grosse déception pour le collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage qui annonce d'autres actions pour mettre la pression sur les autorités afin de respecter sa promesse de faire baisser les tarifs du péage. Plus de détails, je vous propose d'écouter le porte-parole du dit collectif, Bachir Fofana, au micro de Abdou Khadsek. Il faut exprimer notre déception du fait que la parole présidentielle n'a plus de valeur dans ce pays, parce qu'il n'y a pas plus solennel que le Conseil des ministres, et c'est en Conseil des ministres que le président de la République a demandé la révision des tarifs ainsi que du contrat de concession avant fin juin. À la fin du mois de juin, il ne s'est rien passé et le ministre en charge des infrastructures, Abdoulaye Daouda Diallo, a réitéré cette demande au mois de juillet, le 3 juillet, et il l'a réitéré encore pas plus tard que vendredi dernier en disant que le délai de la fin du mois sera respecté à l'ouverture ou à l'inauguration du nouveau siège de la direction des transports. Donc voici où nous en sommes, mais les informations qui nous parviennent disent qu'il y a un certain niveau de blocage dans les négociations et que maintenant, aujourd'hui, on attendrait l'arbitrage du président de la République. Pour nous, c'est une déception, comme je l'ai dit, d'avoir attendu et réitéré 3 fois et qui ne s'est pas concrétisé par rapport aux revenus des Sénégalais. Mais dans l'immédiat, je sais que nous allons mener des actions d'envergure sur l'autoroute pour que les choses s'accélèrent. Nous ne sommes pas encore réunis pour déterminer, mais il n'est pas exclu que nous envahissons ou que nous occupons l'autoroute comme nous l'avons fait la fois dernière. Mais dans l'immédiat, le collectif ne s'est pas encore réuni pour déterminer la conduite à tenir. À l'instant, Bachir Fofana qui porte le parole du collectif Seigne Abdou Khadsek. Pour moi, par Mamoudou, je reviens sur la plage de Malibu, une plage que connaît bien Babacar, qui continue de faire des victimes. Le bilan des morts par noyade sur cette plage interdite de la banlieue dakaroise est passé de 4 à 11 en l'espace de 3 jours seulement. Le Forum civil section Guédiawaye se mobilise pour sensibiliser sur ces cas de noyade récurrentes qui, selon eux, ne semblent pas inquiéter les autorités locales. À ce propos, on écoute le coordonnateur du Forum civil, Michel Mendy. Ce qu'il faut déjà déplorer, c'est que l'État ne prend jamais les devants pour mettre des dispositions préventives pour empêcher ces cas de noyade. On entend toujours qu'il y ait des morts pour dire qu'on va prendre des décisions pour remédier aux choses. Maintenant, la solution, à mon avis, c'est que les autorités locales, que ce soit le préfet et les différents maires des différentes communes qui sont ici à Guédiawaye, notamment le maire de la ville aussi, tout le monde doit prendre sa responsabilité, interdire l'accès à la plage ou bien mettre des brigades de surveillance, des patrouilles, ensuite mettre des maîtres nageurs et des surveillants de plage. Ensuite, quand les gens viennent à la plage, s'ils ont la possibilité de faire la baignade en toute sécurité, tant mieux. Sinon, qu'on leur interdise tout simplement la baignade, qu'ils fassent une détente, ensuite rentrer chez eux. Il faut choisir la bonne solution. S'il y a le dispositif pour une bonne baignade, tant mieux. Si le dispositif ne le permet pas, la plage est interdite de tout temps. On interdit à la baignade. Chacun doit s'occuper de ses enfants, les surveiller, leur interdire d'aller nager dans cette plage qui est interdite. Chacun doit prendre ses responsabilités, que ce soit l'État, que ce soit les familles, que ce soit les parents et les associations sont dans les cas. À l'instant, c'était Michel Mendy, qui est le coordonnateur de la section Forum civil Guédiawaye. Il rappelle également que depuis le 2 juin dernier, les plages de Dakar ont enregistré au total 40 cas de morts par noyade. Le hashtag est en vidéo. On enchaîne directement dans la seconde partie de l'émission. Je rappelle notre invité, il s'agit de Zator Mbaye, qui est ministre de conseil, membre de Benno Bokk Yakaar. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Abdou Khadr. Merci d'être venu au plateau de Vibe Radio. C'est un plaisir de revenir, je dois dire. C'est la deuxième fois que j'ai le plaisir, n'est-ce pas, de me frotter à vous autres journalistes très talentueux. Et j'en profite aussi pour saluer tous vos auditeurs qui vous écoutent ce matin. Alors, parmi les hashtags, y a-t-il un qui vous a marqué dont vous devez faire un commentaire? Oui, sur les deux d'ailleurs, parce que vous savez, le chef de l'État a donné une date indicative, n'est-ce pas, par rapport à la baisse des tarifs. Il faut d'abord saluer cette volonté politique qui consiste à entendre le cri du cœur des populations. Et ça, c'est le rôle du président de la République qui l'a fait, qui a indiqué une date. Mais entre l'indication d'une date et la réalisation matérielle, il faudrait que les gens quand même sachent raison garder. Il faut rappeler que la société d'exploitation de l'autoroute à péage est une société privée. L'État, c'est vrai, a un rôle de prééminence sur toutes ces questions, mais enfin, le président annonce une date et les gens sont en train justement de travailler à l'effectivité de cette mesure-là. Attendre 2 ou 3 jours, je pense que c'est pas compliqué. Il faudrait aussi que les gens
comprennent justement le C'était bien une promesse fondé. également. Mais non, c'est pas une promesse. Le président a pris un engagement et je crois que quand même, pour ceux-là qui le connaissent savent que c'est un homme qui respecte tous ses engagements. Et sur la deuxième question, naturellement, je voudrais m'émouvoir de ces cas de noyade, n'est-ce pas, au niveau de ces plages. Nous avons tous été jeunes, c'est un moment privilégié pour les jeunes d'aller à la plage. Mais enfin, il faudrait aussi que nous puissions comprendre les plages interdites, parce que quand même, c'est une question de vie et c'est assez sérieux. Donc, nous présentons nos condoléances au nom du président de la République, au nom de toute la nation sénégalaise, à toutes ces familles éplorées. Mais aussi, nous incitons les jeunes justement à faire attention à ces plages qui sont interdites à la baignade. Voilà. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Vous l'avez certainement noté ou bien connu même. Le pénurie d'eau dans Dakar. Encore des délais non respectés concernant le retour à la normale. Vous savez, c'est pas des délais non respectés. C'était le 20. Vous savez, le Premier ministre l'a indiqué avant-hier. En fait, en matière d'eau, c'est pas comme une machine, c'est pas comme, un ordinateur ou un téléphone. Là, il faut activer tout de suite et maintenant, les données, voilà, pour avoir l'Internet. C'est différent. C'est des vannes qui doivent être remplies pour pouvoir atteindre le niveau maximal de distribution d'eau au niveau des foyers. Alors, prenez l'exemple du centre-ville. Aujourd'hui, le centre-ville, il y a 20 ou 30 ans, il n'y avait pas autant d'immeubles. Cet immeuble-là n'a pas duré 20 ans ici. Et vous savez, quand ces réseaux ont été installés, certains réseaux datent d'avant l'indépendance du Sénégal. Donc, c'est des réseaux vétustes, il faut le signaler. Et j'ai eu l'avantage de faire partie de la 12e législature. Quand il y avait eu le problème, n'est-ce pas, de Keur Momar Sarr, on avait eu l'honneur d'y aller, de voir, de constater, de visu et de voir un peu le manque d'initiative ou même le sens de l'anticipation qui avait manqué. Planification. De planification des autorités qui étaient là. Parce que quand même, c'est des réseaux assez vétustes. Et vous savez que toute la région de Dakar est desservie par Keur Momar Sarr. Keur Momar Sarr, c'est à plus de 150 km de Dakar. C'est même une question d'insécurité, n'est-ce pas, d'avoir juste cette seule source d'alimentation en eau de Dakar. Raison pour laquelle le président n'a pas voulu régler les problèmes de manière conjoncturelle comme ça se faisait. Du taf yangal. Non. Il a dit, nous allons essayer d'apporter des solutions structurelles. En quoi faisant? En amenant d'autres types de solutions, c'est-à-dire de créer d'autres sources d'alimentation en eau, mais aussi de travailler sur le projet de dessalement de l'eau de mer qui va, à terme, quand même permettre à toutes ces zones-là, mais il y a des zones à Dakar même, je dois dire des zones très huppées qui n'ont pas d'eau. Moi, j'ai habité une zone comme ces pays à un moment où j'étais obligé tous les jours à 2 heures du matin de me lever pour avoir de l'eau. Mais toutes ces questions-là ont été réglées progressivement. Et aujourd'hui, naturellement, comme c'est peut-être difficile pour tous nos concitoyens aujourd'hui qui n'arrivent pas à avoir de l'eau à temps plein, mais ça va être sous peu un mauvais souvenir parce que toutes les dispositions ont été prises, de nouvelles usines ont été installées, il y a de nouveaux forages qui sont du 20 juillet installés. passé. Oui, le 20, vous avez vu avant-hier que le Premier ministre est allé vers Thiès, n'est-ce pas, pour mettre en marche les nouvelles installations. Et que donc, c'est une histoire de vannes. Il faut que les vannes soient pleinement remplies pour que toutes ces zones qui ont été délestées en eau puissent quand même avoir le plein régime. Mais nous l'avons dit, Massaou, l'eau quand même est une source vitale et que le président travaille quotidiennement à la résolution de leur problème, surtout un problème d'eau qui est quand même un problème existentiel. Voilà donc, monsieur le ministre, en 2018, Dakar se retrouve avec des robinets MED. Mais vous savez, ces robinets MED sont conjoncturels. Hein. Oh. C'est des robinets MED qu'on a installés pour essayer de juguler le problème d'eau. Parce qu'il fallait justement permettre à certaines populations, n'est-ce pas, d'avoir de l'eau. Alors donc, c'est par rapport à cela qu'il a été imaginé des robinets publics, mais aussi des camions, n'est-ce pas, pour alimenter les populations en eau. Parce que simplement, nous sommes dans une logique où il faudrait que les gens puissent avoir de l'eau en quantité, mais aussi en qualité. Alors, au lieu d'attendre souvent que des charrettes prennent de l'eau dans des zones qui ne sont souvent pas très sûr, il faudrait justement maîtriser cette alimentation en eau avec les robinets MED, comme vous les appelez. Il n'y a rien de péjoratif dans ça. Robinet MED, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est du tafiangal. Et mettre, n'est-ce pas, à la place des camions pour alimenter les populations. Merci de m'avoir zappé sur cela. On va parler maintenant de politique. Le Parti socialiste qui renouvelle son allégeance au président Macky Sall. Qu'attend l'AFP ou bien l'AFP est déjà dans la paire? Mais il faut arrêter d'utiliser certains termes, des fois même irrespectueux. Nous parlons d'allégeance. C'est quoi allégeance? Le terme est quand même trop fort et même galvaudé. Et même souvent chargé négativement. Vous savez, l'AFP n'est pas dans une logique de suivre qui que ce soit. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'a fait le Parti socialiste.
choisir son candidat à l'élection présidentielle. Quoi de plus normal? On est aujourd'hui à combien de déclarations de candidature? Mais un parti comme le Parti socialiste, ce n'est pas vraiment... L'AFP a choisi son candidat, ça veut dire que vous êtes atteint sûrement d'amnésie, parce que le candidat de l'AFP a été choisi depuis le mois de mars 2014. Vous ne vous rappelez pas de ça? Nous avions choisi, nous, Macky Sall, depuis 2014. Oui, c'est qu'il y a même qu'occasion de la rupture avec Gakou et autres. l'AFP n'attend pas aujourd'hui pour le faire. Nous l'avons déjà fait il y a de cela 4 ans. Nous avions indiqué la voie parce que nous, notre rôle était un rôle d'anticipation, un rôle de visionnaire. Parce qu'à la tête de l'AFP, quand même, il y a un homme d'État qui avait pensé que la stabilité du pays découlerait forcément de la stabilité de la coalition Benno Bokk Yakaar, une coalition politique qui devrait prendre en charge le portage politique des politiques publiques qui sont déroulées. Vous avez des congrès, vous? Mais nous sommes en train de préparer notre prochain congrès. Le dernier, c'était quand? Qui se tiendra, c'était en 2011, fin 2011. Mais il y a rien d'extraordinaire, c'est par rapport à nos textes. Ah oui? C'est par rapport à nos textes. Qui dit quoi? Que vous restez 6 ans? Oui, non, mais 6 ans, 7 ans, c'est ça le tempo, n'est-ce pas, de notre congrès. Et l'AFP a déjà fait, je vous le rappelle. Vivant est-ce qu'un parti qui doit être vivant doit rester 6 ans sans congrès? Le congrès est un moment de renouvellement des instances. Oui, j'ai dit. Le moment de renouvellement des instances ne découle d'aucune chose sinon de la direction du parti qui pense qu'aujourd'hui, c'est un bon moment pour aller, renouveler les instances. Il faut rappeler qu'au Sénégal, quand même, de 2012 à maintenant, on a traversé 5 élections. Ouais. En général, on ne renouvelle pas à la veille des élections parce que souvent, c'est des remous, c'est beaucoup de problèmes et voilà. Mais nous avons à la tête de l'AFP une personnalité qui sait quand même savoir quel est le bon tempo, quel est le mauvais tempo. Voilà. Nous ne devons pas être aujourd'hui le ventre mou de la coalition ou alors les facteurs déclencheurs de problèmes de la coalition Benno Bokk Yakaar. Raison pour laquelle cette question d'investiture, nous l'avions posée déjà 4 ans avant. Parce que nous pensions justement que c'était à ce moment-là qu'il fallait le régler. À l'après Moustapha Niasse? Mais naturellement, Moustapha Niasse le dit lui-même, l'AFP doit survivre à Moustapha Niasse. Alors, nous irons vers un congrès. Une nouvelle direction sûrement sera installée et l'AFP prendra date pour 2024 pour les élections présidentielles. Et qui est pressenti? Pour le moment, personne, parce que nous travaillons... Non, pas du tout. Nous travaillons aujourd'hui à mettre en place une équipe. Vous savez, remplacer Moustapha Niasse n'est pas une chose facile. Le succéder? À mon humble avis, je pense que forcément nous travaillerons à Vous avez le profil là, apparemment? Pour avoir... Non, pas du tout. Je suis encore très très jeune pour assumer ces responsabilités de management d'un parti politique. Alors, vous êtes dans Benno Bokk Yakaar. Est-ce que vous pensez que Benno est bien outillé pour assurer un second mandat sans quoi au président Macky Sall à quelques mois des élections dans un climat politique assez trouble quand même? Si on en juge à ce qu'a vécu déjà Benno, naturellement oui, Benno a gagné les 4 ou les 5 élections qui se sont déroulées depuis 2012. Benno reste quand même aujourd'hui... En termes de pourcentage, c'est moins de 50% aux législatives. Mais 49%. C'est-à-dire, si je suis votre logique, le président de la République ne cherche qu'un % pour passer dès le premier tour. Oui. Si je suis votre logique. Non, je demande. Non, parce que vous êtes en train de me dire que Benno... Vous êtes en train de vous avez dit que vous avez gagné toutes vos élections. Je vous rappelle le score des dernières élections qui était à moins de 50%, qui est synonyme d'un second tour si c'était le cas. Alors, à la présidentielle. Si c'était le cas, comme vous l'avez si bien dit, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne cherchons qu'1%. C'est facile de trouver 1% pour passer dès le premier tour. Cela veut dire que quoi? Aujourd'hui, la coalition Benno Bokk Yakaar reste la seule coalition sérieuse et le président de la République reste le seul président sérieux. Et je vous rappelle, de tous les candidats sérieux, je dis bien, qui sont alignés sur la ligne de départ, le président de la République reste le candidat le plus jeune. Donc, naturellement, qui doit être le candidat de la jeunesse sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, une certaine jeunesse est manipulée par certains leaders politiques cuits. Ils ont quitté le pouvoir il n'y a pas longtemps. Donc, ils sont mal placés pour donner des leçons à qui que ce soit. Parce que ce qu'ils disent aujourd'hui, s'ils pouvaient le faire, je pense qu'ils n'auraient pas quitté le pouvoir. Le président avait quitté le pouvoir 3 ans avant 2012. Je crois que d'autres, c'est une bande d'aventuriers simplement. Parce que le moment des élections présidentielles est un moment de rente financière pour certains leaders politiques. Oui, de levée de fonds, de visibilité, d'audibilité. Comme qui, par exemple? Mais il y en a beaucoup. Je citais quelques-uns. Je ne me permettrai pas de leur donner vraiment de la publicité. Ah non, pas du tout. Mais pour les auditeurs, au moins. Non, mais les auditeurs le savent. Ce qui m'intéresse aujourd'hui au niveau des auditeurs, c'est de leur dire que Macky Sall reste le seul candidat sérieux et qu'ils doivent, le 24 février prochain, Inch'Allah, voter pour le président Macky Sall pour lui permettre d'avoir un second mandat qui va garantir quoi? La stabilité du pays, la continuité, n'est-ce pas, de tous ces projets qui ont été réalisés. Vous savez, tout le touyoubouille là, c'est à Dakar. Allez à l'intérieur du pays, vous verrez les réalisations concrètes liées au PUDC, liées au PUMA,
liées au Promoville. Voilà des choses concrètes pour aujourd'hui. Vous allez à l'aéroport AIBD, mais Borombe, Diamniadio, quand même, vous verrez qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Ici, parce qu'il y a 4 ans de cela, au Sénégal, un immigré depuis 4 ans, quand il descend à l'aéroport et qu'il dépasse Diamniadio, quand même, il verra qu'il y a quelque chose, mais c'est une fierté pour nous Sénégalais. Je viens récemment d'un forum international à Casablanca, j'étais avec des étrangers, ils ne savaient pas que j'étais Sénégalais. Et on était en train de discuter autour du repas, et c'est eux-mêmes qui ont dit, mais c'est bizarre, mais le Sénégal marche. Le Sénégal marche parce qu'ils venaient, eux, du Sénégal. C'est des investisseurs qui venaient du Sénégal, et comme ça, parce qu'ils pensaient que moi j'étais béninois d'ailleurs, hein. Et me disent, mais il faudrait que le Bénin puisse un peu, voilà. Mais en termes de démocratie, le Bénin également, c'est pas un petit pays quand même. Mais écoutez, le Sénégal est un leader en termes de démocratie, en termes de management, en termes de gestion. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. On n'envie personne au Sénégal. La paix que nous avons ici, la stabilité que nous avons. Je crois que personne d'entre nous n'a intérêt à ce que ce pays soit fragilisé. Personne. Parce que le Sénégal reste le Sénégal. Un petit pays de par la taille, mais un grand pays de par la démocratie. Un grand pays de par l'exemple qu'il a toujours inculqué aux autres pays. Quand on parle du Sénégal, on pense que le Sénégal est un alter ego de la France ou des États-Unis ou de la... Et puis regardez, un indicateur. Depuis que le président Macky Sall est arrivé à la tête du pouvoir, toutes les grandes sommités du monde sont arrivés au Sénégal. Le président des États-Unis, Barack Obama, le président de la Chine récemment, le président de la France, du Canada. C'est-à-dire aujourd'hui, également une grande tous tradition les présidents, mais tous les présidents du monde veulent aujourd'hui traiter avec le Sénégal qui est quand même aujourd'hui sur une très bonne rampe de lancement. Zator Mbaye qui est ministre conseil et également membre de Benno Bokk Yakaar. On marque une petite pause et on revient. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe Radio. Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vous êtes bien dans Hashtag News sur Vibe Radio 102.3. Je rappelle, on reçoit le ministre conseiller Zator Mbaye qui est également un membre de Benno Bokk Yakaar. On poursuit également le débat concernant l'opposition qui crie déjà la fraude concernant le fichier électoral et autres, et qui demande également qu'on maintienne le code électoral de 2002. Commentaire. Vous savez, j'étais tout de suite en train d'écouter sur les ondes de vos confrères de la RFM, Madame Binta Diallo, qui vient de faire un reportage, ou même, je dois dire, une enquête, sur les retraits, le taux de retrait des cartes d'électeurs. C'est elle-même qui dit que à ce jour, 5 700 et quelques mille cartes ont été retirées. Et il resterait en souffrance que 300 000 cartes. Contrairement à tout le bruit qu'on entend, le président a retenu les cartes sont ici ou ailleurs. C'est faux, c'est archi faux. Mais ces élections passées, il y a eu plus de combien de millions de Sénégalais qui ont participé. C'est inédit dans l'histoire du Sénégal. On avait des taux de participation d'1 million d'électeurs, souvent de 800 000 ou de 700 000. Mais aujourd'hui, on parle de millions de Sénégalais. Il y a eu croissance de la population. Un code électoral, il est dynamique. Moi, j'ai été élu comme député. Les députés de la 13e législature ont été mieux élus que nous. Parce que nous avons été élus avec moins d'1 700 000 voix. Alors que ces députés-ci ont été élus avec plus de 3 millions et quelques mille voix. Mais c'est normal aussi, hein, la population. Ça croît. Le nombre d'électeurs en 2000 n'est pas le même en 2012. Nous sommes à 14 millions d'électeurs. Oui. Ouais. Et les gens même se sont offusqués sur les résultats de la précédente Pas enquête. d'électeurs, mais de population. De population, oui. On a dit que on pense que la population a baissé. Parce qu'on parlait de 15 millions, aujourd'hui on est à 14 millions. Ça veut dire quoi? Que les populations s'intéressent à la chose publique. Et attention, les populations ont un sens de discernement. L'opposition, vous parlez de code électoral. Le code électoral a toujours existé dans l'histoire du monde. Je dis bien du monde, avant d'arriver au Sénégal. Mais il y a eu des consensus. Par contre, on risque de ne pas trouver de consensus pour ces élections à venir. Mais vous savez, consensus ne saurait dire unanimité. Quand on est 4, si 3 se dégagent, on a déjà un consensus. Une bonne part de l'opposition. Il faudrait... L'opposition a dit niet pour le moment. Une bonne partie. Quelle opposition qui a refusé de participer au débat? Moi, quand je refuse de participer, tout ce qui se décide derrière moi, mais je l'accepterai parce que j'ai refusé, moi, ne serait-ce que pour la stabilité. Vous ne non, pensez c'est pas pas une question de stabilité. Ne serait-ce que pour cela. Vous savez, ne pensez pas qu'il serait plus judicieux. Quel est le problème dans le code électoral? Vous pouvez me le dire? Le problème, il est situé à quel niveau? Déjà, il parle du parrainage. Oui. Oui. Mais c'est une nouveauté, le parrainage. Oui. Ça a été discuté. Il y a eu une commission, n'est-ce pas, pour discuter de ces questions-là. Tous les partis ont été invités, la société civile, les non-inscrits, tout le monde a été invité à la table. C'était pour discuter. Mais quand même, on a eu des élections où il y a eu plus de 7000 listes
7000 listes, c'est combien pour le contribuable sénégalais? C'est énorme. Et à la Quand place- vous rentrez dans un bureau de vote, mais vous ne pouvez même pas prendre tous les bulletins. Et le bulletin unique peut être proposé par Pas peut être une forcément. solution. Pas forcément. Le Mali avec 24 candidats a fait un bulletin unique. Pourquoi voulez-vous que nous regardions ce qui Non, sont non, derrière non. nous? Non, il faut juste- mais non, attendez. il faut juste prendre les mais bons attendez. exemples. Il faut juste Mais prendre les bons exemples. Oui. techniquement, rien n'a prouvé que le bulletin unique était moins cher. Rien. On a même Mais mis... c'est une logique. Non, Monsieur le ministre, c'est une logique Ce quand n'est même. pas une logique. Ce n'est pas une logique parce que le bulletin unique, ça suppose quoi? La photo. Il faudra même mettre la photo. Si c'est une liste, la liste va figurer sur le bulletin unique. À la place du bulletin unique, on risque d'avoir un cahier. Non, mais pour la présidentielle, c'est juste l'image du candidat. Mais pour- je vous dis, le Sénégal a une tradition électorale de plus d'une 50aine d'années. Oui. Les Sénégalais connaissent le vote avec le bulletin de leur candidat. Mais la France ne vote pas avec un bulletin unique. Les États-Unis non plus. Pourquoi vous voulez que nous regardions les ndarés? Nous voulons regarder les premiers de la classe. Ah oui, parce que le Sénégal juste un n'est pas... exemple. Non, mais le Sénégal n'est pas en arrêt justement en matière de démocratie. C'est pas le problème des bulletins qui se pose au Sénégal. C'est un problème de cohérence politique. On ne peut pas être dans une élection où, voilà, des lobbies. Et puis, écoutez, le Sénégal est un pays gazier aujourd'hui, pétrolier. Beaucoup de gens sont en train aujourd'hui de voir comment rendre le pays ingouvernable. Comment déstabiliser le pays. Je vous donne un exemple. Regarde le Nigeria. C'est un exemple de pays qui a du pétrole. Mais c'est un pays qui n'est pas très stable du point de vue de la démocratie. Le président a fait un benchmarking dans tous ces pays pour se rendre compte justement qu'il faudrait prendre toutes les mesures pour que demain, quand l'exploitation réelle du pétrole va démarrer, que notre pays reste tel quel. Parce que notre pays est un exemple dans la sous-région. Il ne doit pas être frappé par la malédiction du pétrole. Exactement. Donc, il faut diversifier aujourd'hui les acteurs qui vont s'agiter dans l'exploitation du pétrole. C'est pour ça Est-ce quoi le aujourd'hui... link avec les candidats? Votre raisonnement? Mais oui. C'est quoi le link? Parce que simplement, Oui. il y a des candidats aujourd'hui qui disent demain nous allons arriver, nous allons dénoncer tous les contrats. Parce que Si sûrement, les contrats non, sont non, mal non, c'est signés. pas ça. Non, non, non. S'ils sont mal Parce signés. qu'ils ont eux derrière eux, mais sûrement des firmes qui n'ont pas été choisies. Vous parlez d'Idriss Seck et de Sonko. Non, ou bien? je ne citerai Parce que personne. ce Moi, sont je eux cite qui s'agitent personne. le plus. Je ne cite personne dans ça. Hein. Chacun se reconnaîtra, chacun prendra sa Non, mais part ça demande dans ce que je du dirais. courage quand même. Non, c'est pas une question de courage. Moi, je ne vais pas être ici pour citer des noms de candidats pour le faire leur promotion. Je ne le ferai pas. Moi, je ferai la Mais promotion de mon la candidat. religion n'est pas si subtile Alors, que ça ça. veut dire que même si vous le comprenez, les Sénégalais l'auront compris comme vous. C'est ça qui est important dans ce que je dis. Non, pas d'allusion. Alors, donc, le code électoral, si on revient au code électoral, il n'y a rien d'extraordinaire. Un code consensuel avait été fait en 92. Et dans ce code, beaucoup de choses, notamment l'histoire d'enlever cela qui avait été condamné, mais ça existait déjà dans le code de 92. Le parrainage est une bonne chose. Un candidat qui ne peut pas a priori avoir 55 000 signatures ne peut pas prétendre avoir 500 000 électeurs. Est-ce que vous avez une garantie que c'est la bonne solution? Laissez-moi terminer. On avait haussé un peu la caution jusqu'à 65 millions. Ça n'a pas empêché une floraison de candidats. Donc, est-ce que ça est également une garantie? Et il faut l'expérimenter. Alors, C'est pourquoi pas ne pas expérimenter le bulletin unique en même Non, temps? le bulletin unique n'est pas un problème en soi. Le bulletin unique n'est pas un problème en soi. Mais même les illettrés vont dans le bureau de vote, ils regardent la photo de leur candidat ou le cheval. Pour ce qui est de notre liste, on sait que notre bulletin est marron. Il y a un cheval, il y a la belle photo du président Macky Sall. Moom la ñuy jël dugal ko ci enveloppe bi jeex na. Et pour aller très vite, il y a un autre candidat qui s'est déclaré, Hadjibou Soumaré. Est-ce que ça, on peut dire que c'est une candidature qui fait peur? Peur à qui? En tout cas, pas à nous. Je parle de vous. Pas nous, en Parce tout que cas. C'est vous qui êtes là. Non, pas à nous. Aucun candidat ne nous fait peur. Vous savez aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait peur? C'est que les Sénégalais, justement, ne soient pas détournés par certains aventuriers. Jeex na. Mais nous sommes convaincus de notre bilan parce qu'il y a deux types de candidats. Un nouveau candidat qui viendra présenter un programme et un candidat sortant qui présentera un bilan. Nous sommes forts de notre bilan que nous présenterons et les Sénégalais s'en rendront compte. D'ailleurs, à Benno Bokk Yakaar, les jeunes vont se déployer dans les prochains jours partout dans le pays pour montrer aux jeunesses du Sénégal. Attention, le président a fait ça. Il y a 10 ans, au Sénégal, il n'y avait que 2 universités. On parlait de Cheikh Anta Diop, on parlait de Gaston Berger. Et Bambey et... Aujourd'hui, on a quand même plusieurs universités au Sénégal. Le président a créé ce que l'on appelle des ZENO, espaces numériques ouverts. C'est tout nouveau. Le président a créé aujourd'hui des universités en rapport avec les secteurs économiques des différentes régions. Mais c'est là pour d'abord fixer les jeunes des régions dans leur région, mais aussi de permettre de développer ces filières économiques. Mais
aujourd'hui, même dans l'exploitation du pétrole demain, mais une université sera dédiée à ça pour permettre aux jeunes Sénégalais d'être formés dans ces nouveaux métiers liés au pétrole. Parce que nous n'avons pas aujourd'hui des branches, n'est-ce pas, liées à ces nouveaux métiers. Tout à fait. Alors, le président de la République ne peut pas tout faire, mais il a quand même essayé. Il a essayé aujourd'hui une redistribution des ressources du pays. Il y avait des Sénégalais qui ne voyaient l'État qu'à travers les ambulances et la police ou la gendarmerie. Aujourd'hui, ils connaissent l'État. Ils reçoivent une bourse de l'État. Il y a des Sénégalais qui ne pouvaient pas se soigner parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Aujourd'hui, ils sont soignés à travers la couverture médicale universelle. Maladie ou médicale, c'est la même chose. Donc, universelle. Les Sénégalais vont juger, Inch'Allah, au mois de février prochain. Et on va très rapidement finir avec Cheikh Bamba Dièye qui s'en prend aux magistrats. Commentaire. Incorrection. Incorrection tout court. Vous savez, on ne peut pas être député, détenteur d'un suffrage, membre d'un pouvoir qui est le pouvoir législatif, qui est seul habilité à faire les lois et se permettre d'insulter publiquement et de la sorte ceux-là qui sont chargés de l'application des lois. J'ai été très déçu et très atterré par ces propos. Parce que je le pensais beaucoup plus intelligent. Comparaison pour comparaison. Macky Sall, elle avait presque fait avec l'affaire Barthélémy Dias, quand il était dans l'opposition, en parlant quand on avait tué Ndiaga Diouf, je me rappelle. Macky Sall s'en est pris violemment. Les archives sont encore là. Non, c'est pas vrai. Macky Sall avait dit qu'il fallait que toute la lumière fût faite dans ce dossier. C'est ça qu'il avait dit. Mais jamais personne n'a entendu le président Macky Sall insulter et citer nommément des magistrats. Jamais. C'est Cheikh Bamba Dièye qui vient justement de franchir le Rubicon. Et naturellement, je pense que les autorités devraient pouvoir faire le nécessaire par rapport à cela. Même en dépit de son immunité parlementaire. Non, mais ce qu'il oublie, c'est qu'il n'a pas l'immunité parlementaire là où nous parlons parce que la session est close. L'immunité parlementaire, c'est deux choses, l'inviolabilité, l'irresponsabilité. Et ce qu'il a fait, c'est même un cas de flagrant délit. Et dans le cas de flagrant délit, l'immunité parlementaire ne tient pas. Exactement, ministre conseil et l'invité de Hashtag News, mais vous restez pour la version Wolof. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe Radio.